Politique, programme et candidats, l'actualité autour de l'élection présidentielle s'accélère à moins de 2 mois du premier tour. Meeting et déplacements, pléthore de propositions phares, mais l'intérêt pour l'élection ne décolle pas. Les sondages d'opinion font apparaître une moindre participation au scrutin, au point que cette présidentielle pourrait bien être marquée par un taux d'abstention record, a fortiori dans les territoires d'outre-mer, qui historiquement se sont toujours moins mobilisés qu'à l'échelle nationale. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone donc avec Olivier Jean-Marie. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour la Guyane. Merci beaucoup Olivier Jean-Marie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en participation citoyenne. Vous avez co-lancé une start-up qui propose de visualiser des données électorales. Ça s'appelle Politique Data, pour avoir rapidement une idée des chiffres en fonction des candidats, des différentes élections et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, en fonction des territoires. On dispose d'assez peu finalement, Olivier Jean-Marie, d'analyse de chiffres sur le vote en Guyane et plus généralement en Outre-mer. Est-ce que c'est en partie pour cette raison que vous avez lancé Politique Data ? Oui, c'est exactement une de nos motivations, en sachant que nous, on couvre l'ensemble du territoire français, donc hexagonal et ultramarin, mais c'est vrai qu'il y a un déficit de données électorales, d'études électorales sur l'ensemble des territoires et des pays d'outre-mer, et c'est pour ça qu'on a réalisé une étude longue sur la participation donc des territoire ultramarin lors des élections présidentielles depuis la première élection au suffrage universel, donc de 1965 jusqu'à 2017. Et comment vous expliquez finalement ce manque, on va dire, de données et d'analyse politique pour tous les Outre-mer ? Je ne me l'explique pas. Alors peut-être que c'est parce que dans les territoires ultramarins, nous avons des universités qui sont un peu plus jeunes, oui, notamment en matière de sciences politiques. Donc on a moins d'antériorité que les universités donc hexagonales. C'est peut-être une des explications. C'est peut-être aussi la structure, je dirais, des médias, du paysage médiatique qui s'est beaucoup dynamisé dans les dernières années, mais qui était resté concentré jusqu'au début des années 80. Voici peut-être des facteurs d'explication. Oui, parce qu'en plus, ces données que vous condensez, on va dire finalement, que vous présentez en graphique pour qu'elles soient visuellement plus parlantes, elles sont publiques à la base. Il faut savoir juste quoi en faire et comment les ordonner, ou bien vous allez vraiment à la recherche de données qui sont dures à trouver. Alors, ce sont des données, en effet, qui sont publiques, mais qui sont souvent présentées sous forme de tableaux Excel qui sont vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais complètement imbuvables, incompréhensibles. Indigestes. Et indigeste, exactement. Et l'idée, c'est vraiment de fournir donc des visualisations de ces données-là pour rendre ces données-là plus compréhensibles et pour accélérer l'analyse électorale, que ce soit pour les médias, pour les chercheurs ou pour les candidats. Alors vous avez récemment, et c'est pour cette raison qu'on est avec vous ce matin, vous avez travaillé sur la question de l'abstention pour les différentes élections présidentielles depuis 1965. Et ce qui frappe quand même tout de suite notre attention, c'est de voir à quel point les Français d'outre-mer se sont toujours moins déplacés aux urnes que dans l'Hexagone, avec une différence, j'ai compté à peu près de 20%, c'est bien ça, sur les dernières élections ? Oui, il y a environ 20 points de différence. Et la seule exception notable, c'est la mobilisation des habitants, donc des citoyens et des électeurs de Wallis et Futuna en 1965, qui avaient voté mieux que la France entière. Donc ils avaient voté à 99% contre 85%. Mais c'est vrai que en général, donc ça c'est vraiment l'exception, mais en général, donc les électeurs ultramarins se mobilisent beaucoup moins, et notamment, je dirais donc pour le territoire qui vous concerne, la Guyane, et ça a été particulièrement vrai lors des élections de 2017, puisque le taux de participation était de 34% en Guyane, alors qu'il était de 78% au premier tour pour la France entière. Ouais, cette différence de participation, vous le dites, elle est particulièrement importante pour la Guyane, selon les chiffres que vous donnez. En moyenne, depuis 1965, la participation en Guyane
pour une élection présidentielle, hein, elle est de 49%. Oui, tout à fait. Et donc la Guyane figure juste avant, je dirais, la Guadeloupe avec 43%. Donc ça, c'est la moyenne de la participation de 1965 à 2017 pour tous les territoires. Sur la France, on était à 80%. Et je dirais le trio de queue, c'est la Martinique avec 50%, la Guyane avec 49% et la Guadeloupe 43%. Et on remarque que donc ce sont des territoires ultramarins du bassin atlantique, oui. Et ce sont aussi des territoires qui, dans les 15 dernières années, ont connu des secousses sociales particulièrement fortes. Je pense à la crise de 2009 pour la Guadeloupe et la Martinique, celle de 2017 pour la Guyane, et puis celle de 2021 pour la Guadeloupe et la Martinique, tout ça lié à la crise sanitaire. Oui, parce que quand et si on regarde la dynamique depuis 2007, en Guyane, la participation était de 59% en 2007, et depuis c'est la dégringolade, 51% en 2012, 34% en 2017. Ça peut encore, d'après vous, baisser cette année ? Ah, certainement. Si vous voulez, moi je suis prêt à parier que on sera en dessous de 30% de participation sur la Guyane. Pourquoi ? Parce que la crise sanitaire a vraiment empêché les candidats de mener campagne. Les candidats majeurs se sont très très peu déplacés pour l'instant dans les territoires ultramarins. Et en Guyane, je ne sais pas si vous avez reçu la visite de beaucoup de candidats, à part Jean-Luc Mélenchon, je sais qu'il s'était déplacé au mois de octobre-novembre, si vous voulez. Je ne sais pas quel est le calendrier des candidats, mais c'est clair que les candidats majeurs, du fait du retard de cette campagne-là, vont se déplacer beaucoup moins en Guyane et dans l'outre-mer en général. Et c'est clair aussi que les équipes locales, que ce soit donc en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, les équipes locales de campagne sont beaucoup moins dynamiques que par exemple en 2007, où il y avait une campagne entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui avait dynamisé tous les territoires français, l'Hexagone et l'Outre-mer, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. On sait qu'en plus, il y a certains candidats dits majeurs qui ne sont pas sûrs d'avoir les signatures, donc ils sont plutôt concentrés sur l'obtention de ces signatures-là plutôt que sur l'animation des équipes locales. On sait aussi que le président Macron, donc candidat potentiel, ne s'est pas officiellement déclaré et que la campagne a du mal à démarrer, même en France hexagonale. Et tous ces facteurs-là expliquent que la participation sera extrêmement faible en 2022. En Guyane, mais sur tout le territoire français. À vos yeux, c'est uniquement un manque de visibilité, un manque de dynamique qui explique ça, ou bien quand on voit les chiffres que vous avez donnés à la fois pour la Guyane mais aussi pour les Antilles depuis toutes ces dernières années, on se rend bien compte quand même qu'il y a des logiques de fond qui sont bien plus massives que des facteurs propres à chaque élection présidentielle. Oui, tout à fait. Et si on regarde, je partage tout à fait votre analyse, et si on regarde donc l'ensemble des territoires ultramarins, on peut même faire une relation, mais ça, il appartiendra aux chercheurs universitaires de corroborer ce que je pose comme hypothèse, mais il semblerait que c'est là où les mouvements nationalistes, les mouvements d'émancipation sont les plus actifs, que la participation aux élections présidentielles françaises est la plus faible. Et je pense donc à la Martinique, à la Guyane, à la Guadeloupe, qui ont des traditions indépendantistes plus actives que par exemple Wallis et Futuna ou la Réunion, qui sont en tête de la participation aux élections présidentielles depuis 1965. Cette abstention, Olivier, Jean-Marie, vous la notez, vous la relevez pour toutes les élections, on va dire présidentielles évidemment, législatives, mais aussi pour toutes les élections locales? Oui, c'est une tendance à la baisse. Alors là, les élections municipales tendaient à résister un petit peu, donc à présenter des taux de participation un petit peu plus élevés, mais on a vu avec 2020, alors une des conséquences de la crise sanitaire, que les taux de participation ont chuté. Donc c'est vrai pour
C'est vrai pour la Guyane, c'est vrai pour les autres territoires ultramarins, c'est vrai pour le territoire français dans son ensemble. Mais globalement, on est dans une démocratie où on perd de plus en plus d'électeurs. Et c'est clair que il y a vraiment un problème structurel. Et là, cette année, pour les élections présidentielles, on a un risque de se retrouver avec une élection sans certains candidats. On sait que Éric Zemmour, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon n'ont pas encore leur signature, et ça pose un problème global qui est pas propre à la Guyane, qui est propre à l'évolution des démocraties dans les pays occidentaux. Ouais, Christiane Taubira également, qui a moins de 100 signatures selon les données du Conseil constitutionnel. Si on parle d'abstention avec vous ce matin, Olivier Jean-Marie, c'est que les instituts de sondage anticipent une participation particulièrement faible cette année. Est-ce que, et vous avez commencé à le faire, est-ce qu'on peut vraiment mettre en avant certains facteurs? On parle des conséquences de la crise sanitaire, la disparition du clivage gauche-droite ou même la fragmentation de la gauche. Pour le cas des Outre-mer, on voit bien quand même que cette abstention, elle est ancrée depuis longtemps déjà dans les habitudes électorales. L'explication, elle est évidemment plurielle. Ah oui, c'est un faisceau de causes qui explique cette abstention, cette tendance baissière à l'abstention, avec des particularités, des spécificités régionales, territoriales, mais c'est une tendance et qui ne touche pas que la France, donc qui touche aussi les autres démocraties dites occidentales, donc en Angleterre, aux États-Unis. Donc c'est une tendance, et c'est aussi une tendance qu'on a pu voir aussi avec la résistance à la vaccination qu'on a connue dans plusieurs territoires ultramarins. Donc une tendance à plus de liberté individuelle, à moins de croyance en des solutions collectives, moins de crédibilité aussi accordée aux propos du personnel politique. Donc une véritable défiance de la population vis-à-vis des procédures démocratiques classiques, et puis une demande donc de renouveau démocratique. Mais justement, puisque vous avez commencé à parler de spécificité pour le cas unique de la Guyane, l'argument qu'on entend régulièrement pour expliquer cette abstention, c'est entre autres la jeunesse de la population. Est-ce que c'est un argument recevable à vos yeux, le fait que la population guyanaise jeune majoritairement ne soit pas mature politiquement, entre guillemets? Non, je ne pense pas que ça l'explique. Je pense que ce qui explique cette abstention-là, c'est aussi l'absence de remise en cause des partis politiques traditionnels qui ont pour mission, dans la Constitution française, dans la Ve République, qui ont pour mission de favoriser l'expression du suffrage. Ah oui. Et ces partis politiques-là sont d'ailleurs financés par vos deniers, par les miens, par les deniers publics, pour justement animer la vie politique et pour donc créer ces écoles de formation qui n'existent plus, donc à la citoyenneté, donc créer de l'enthousiasme, canaliser l'énergie de la population pour créer un projet collectif. Et je pense que il y a certes des tendances, je dirais sociétales, qui sont à l'œuvre, qui expliquent donc la baisse du militantisme, la baisse de la croyance en des solutions collectives, mais les partis politiques ont une responsabilité majeure. Donc, je dirais, l'absence d'organisation et l'absence de dynamisme des partis politiques explique beaucoup aussi donc cette baisse de l'abstention, parce qu'aujourd'hui les partis politiques et les candidats en dehors des partis politiques ne savent plus mobiliser la population. Ce qui est devenu beaucoup plus complexe que dans les années 50 ou 60, où dans les territoires ultramarins, il n'y avait qu'une seule radio, une seule télé, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas 200, 300, 400, 500 chaînes, il n'y avait pas d'Internet, et il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc l'attention de la population était plus facilement captable qu'aujourd'hui. Mais les partis politiques n'ont pas effectué leur mue justement organisationnel pour s'adapter à cet environnement-là où il est difficile de capter l'attention, de mobiliser l'énergie des citoyens
pour pouvoir créer justement une énergie électorale qui ferait remonter les taux de participation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Olivier Jean-Marie, sur la question des Outre-mer, et on le voit bien avec les programmes des différents candidats, un décalage entre les électeurs et les politiques? J'ai regardé leurs programmes, leurs propositions pour les Outre-mer sont quand même très similaires, je vais pas dire les mêmes, mais ils font en tout cas à chaque fois le même constat sur les choses à changer. Donc finalement, beaucoup d'électeurs ultramarins peuvent être tentés de se dire à quoi bon voter. Oui, et surtout, je pense que les équipes de campagne donc nationales Oui. manquent de relais locaux impliqués, donc experts, connaissant le terrain et pouvant justement mobiliser des collectifs locaux pour faire remonter des propositions de solutions locales, si vous voulez. Donc, l'absence de mobilisation, je dirais, politique, locale, se ressent sur la pauvreté des programmes nationaux en direction des Outre-mer. Et il vous est souvent arrivé de constater, vous qui interviewez donc des candidats qui viennent en Guyane, de constater que les candidats connaissent mal nos réalités ultramarines. Et parce qu'ils sont pas assez bien conseillés, parce qu'il n'y a pas assez de gens autour d'eux, il n'y a pas de collectif, si vous voulez, qui s'implique dans ces campagnes-là pour pouvoir fournir des informations et des propositions de solutions. Donc d'où la pauvreté et puis le fait que on retrouve beaucoup de lieux communs chez tous les candidats qui passent nous voir en visite dans nos territoires. Ouais, beaucoup de lieux communs, beaucoup de banalités finalement qui se retrouvent sur tout le spectre politique. On a l'habitude de pointer du doigt justement les politiques, Olivier Jean-Marie, après chaque élection, lorsqu'on a les chiffres de l'abstention. Est-ce que d'après vous, ça n'est qu'un problème de personnes, de candidats, de relais, vous l'avez dit, de programmes, un manque d'intérêt, ou bien une véritable crise des institutions, une crise de la représentativité face à laquelle les politiques en fait ne peuvent rien s'ils continuent classiquement de faire de la politique comme ils en ont toujours fait? Mais disons que moi je pense que les responsabilités sont partagées. Oui. Dans une démocratie, c'est pas seulement des élus, hein. C'est des électeurs. Donc la démocratie est aussi donc animée par des citoyens. Et puis la démocratie est aussi mise en œuvre par des techniciens administratifs qui sont à côté des élus et qui doivent traduire les idées politiques des élus en projets administratifs, en opérations concrètes qui améliorent le quotidien des citoyens. Donc je dirais c'est un jeu entre ces quatre acteurs-là, les techniciens, les élus, les citoyens, et puis aussi les médias. Les médias aussi, qui ont un rôle à jouer dans l'animation de la vie démocratique. Et je pense que on doit tous, donc ces quatre acteurs-là, nous devons tous prendre notre part de responsabilité dans cette apathie démocratique que nous vivons et qui se traduit par des taux de participation très bas. Dernière question, Olivier Jean-Marie, dans quelle mesure les abstentionnistes sont-ils vraiment pris au sérieux? Je vous pose la question parce que j'ai regardé les chiffres pour la dernière élection présidentielle. Au deuxième tour, Emmanuel Macron recueille 66% des voix face à Marine Le Pen, mais si on prend en compte l'abstention, en réalité, le président actuel, et on pourrait d'ailleurs faire la même chose pour les présidents précédents, Emmanuel Macron en 2017 n'a été choisi que par seulement 44% des inscrits, sans même prendre en compte ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. 44%, moins d'un inscrit sur deux. On se rend quand même bien compte à quel point la légitimité des élus est à prendre avec des pincettes, et elle l'est de plus en plus. Oui, tout à fait. Et là, vous avez pris un des exemples les plus favorables pour les élus. Mais aujourd'hui, les députés sont élus, la majorité des députés donc dans l'outre-mer, je dirais donc l'outre-mer des Amériques, Guadeloupe, Guyane, Martinique, ils sont élus avec moins de 25% des inscrits. Quand ça frile pas les 16%. Si vous voulez, donc il y a très clairement une problématique qui est liée donc à cette donc de légitimité donc des décisions qui sont prises, et ça commande aux élus de diriger, de gouverner autrement, donc de façon beaucoup plus participative. Alors, pour l'instant, ça reste à l'état de discours, hein, donc c'est déjà un premier pas.
On parle beaucoup plus de gouvernance participative qu'il y a peut-être 10, 15, 20, 30 ans, si vous voulez. Après, c'est au niveau de la mise en œuvre que ça coince un peu. Mais je pense aussi que c'est l'occasion de remettre aussi en cause les procédures et notamment le mode de scrutin. C'est-à-dire que vous avez un scrutin donc majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle, mais aussi pour les élections législatives, qui est un scrutin extrêmement pauvre. Et je pense qu'on gagnerait à explorer les pistes qui ont été initiées par exemple, la primaire populaire pour le scrutin donc au jugement majoritaire, qui permet aux électeurs de donner une appréciation à tous les candidats, au lieu de se livrer à des calculs stratégiques pour pouvoir donc éliminer un candidat, plutôt voter contre que pour. Et oui, et faire barrage finalement, comme on le voit depuis toutes ces dernières années. Exactement. Donc, on ne doit pas faire l'économie d'interroger le mode de scrutin aussi, qui produit indirectement ce type aussi de comportement électoral, donc de l'abstention. Par ailleurs, non seulement les abstentionnistes ne sont pas pris au sérieux, mais les personnes qui votent blanc aussi ne sont pas prises au sérieux non plus, si vous voulez, puisque le vote blanc, il n'est pas pénalisant. Il peut y avoir 90% de vote blanc, ça ne remet pas en cause le résultat de l'élection. Donc, il y a une série de remises en cause des procédures démocratiques, donc des modes de scrutin et puis aussi de prise en compte donc des votes blancs que notre démocratie doit affronter. Interroger le mode de scrutin et rendre la gouvernance plus participative, on l'aura compris. Merci beaucoup Olivier Jean-Marie d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous avez co-lancé cette start-up Politique Data. On conseille évidemment à tout le monde d'aller y faire un tour. Beaucoup de choses intéressantes à regarder. Merci encore, à bientôt, bonne journée. Merci, à bientôt, au revoir.